Benoît Pelloual nous rejoint, 15h44. Bonjour Benoît. Bonjour Guillaume. Directeur de l'investissement pour Natixis Wealth Management. Vous allez, Benoît, rendre votre verdict et le prononcer dans un instant. Cet instant, ce moment qu'on va vivre, ce verdict, est-ce que vous l'assumez ? Tout à fait Guillaume. On vous écoute. Eh bien écoutez, ce verdict, c'est que j'estime que les marchés ont de bonnes raisons de s'inquiéter pour le traditionnel rallye de fin d'année. Oh non. Vous n'êtes pas de ceux qui pensent que le repli actuel des marchés, au contraire, ouvre la voie à un rallye de fin d'année ? C'est un peu tôt, il faudrait un repli probablement un peu plus important pour ce type de configuration. Mais c'est vrai qu'on a il y a des vrais signes de nervosité, parce que on est quand même, l'année déjà quand même très largement avancée. On est un peu dans la dernière ligne droite avant la fin de l'année, même s'il reste encore un peu de temps. Mais on est dans une année où on a déjà des gains assez significatifs réalisés sur les marchés actions. Et surtout, c'est déjà la 3e année consécutive de gains à 2 chiffres sur les marchés actions. Donc, de ce fait-là, la tentation des prises de bénéfices est déjà relativement importante. Mais surtout, on voit qu'il y a des vrais signes tangibles de nervosité. Déjà, si on regarde cette année 2025, que ce soit la volatilité implicite ou la volatilité réalisée, dans les deux cas, elle est assez significativement remontée. Le VIX moyen, donc cette volatilité implicite, il est autour de 17 en 2025, on était plutôt à 14 les années précédentes. Et la volatilité historique, on le constate, on a eu plus de volatilité depuis le début de l'année, ce qui fait que cette très bonne performance, elle est de moins bonne qualité. C'est-à-dire qu'il a fallu prendre plus de risques pour générer cette très bonne performance. Et puis dans les mouvements de marché, 2025 se caractérise par une année avec plus de nervosité, puisqu'on a le record du nombre de mouvements en variation quotidienne sur des titres qu'on qualifie d'inhabituels. 2 ou 3 écarts types sur une seule et même séance. Et même en taille de capitalisation, on n'a jamais eu autant de mouvements journaliers qui dépassaient les 100 milliards de dollars sur certains titres. Donc il y a vraiment des signes tangibles de nervosité à l'approche de la fin de l'année. De la nervosité, mais est-ce que le marché ne recule pas sur des peurs plus que sur des réalités ? Il craint une bulle IA et une déception de la Fed. Pour l'heure, aucun des deux n'est avéré, ni un accident dans l'IA, ni la fin des baisses de taux de la Fed. On craint tout ça, mais ça n'a pas encore été avéré, ça ne s'est pas matérialisé. Est-ce que du coup, cette baisse des marchés, cette correction ne se fait pas un peu dans le vide malgré tout, plus sur des effets psychologiques que sur de la réalité ? C'est vrai que la question se pose, notamment sur... Il n'y a pas une raison exclusive, bien évidemment, au contexte qu'on traverse aujourd'hui, mais un empilement de raisons. Et effectivement, les deux qui ressortent principalement, c'est cette inquiétude sur cette baisse de taux attendue pour le meeting de décembre pour la Fed et les questions autour de cette problématique de bulle et de valorisation de la tech. Si on regarde ces deux raisons, pourquoi c'est si important et pourquoi il y a autant de nervosité ? Parce que c'est tout simplement les deux piliers sur lesquels les marchés ont monté ces 2 dernières années. C'est les anticipations de baisse de taux et donc de politique monétaire plus accommodante et l'enthousiasme autour de la tech et de l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'il y a du psychologique du côté surtout de la Réserve fédérale américaine parce qu'en réalité, en un mois, on a eu un effondrement des probabilités de baisse de taux d'après les marchés. Alors qu'il n'y a pas eu de statistiques macroéconomiques publiées entre-temps, puisqu'on était en plein shutdown. En fait, ce qui a généré ça... Il y a un mois, le marché probabilisait à 98%. 98%. Baisse de taux en décembre. Et aujourd'hui, on est à 40%. Donc, et surtout, ça s'est fait sans statistiques majeures. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que tout simplement, on a les déclarations des membres de la Fed, qui prennent régulièrement la parole lors des conférences. Et en fait, on s'aperçoit qu'en dehors de ceux qui sont un peu, je dirais... acquis à la cause des baisses de taux, dont on le sait, qui sont peut-être même entachés d'un peu de collusion politique avec l'administration Trump, les autres membres de la Fed n'ont pas été nombreux à se mouiller, à se battre pour militer pour une baisse des taux. Et donc c'est surtout cet effet, et c'est là où il y a une dimension psychologique qui a été importante dans les dernières semaines, qui a fait fortement baisser ces probabilités de baisse de taux. Parce que du côté des statistiques, alors il y a quand même du tangible avec l'inflation, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de statistiques, mais le dernier chiffre de l'inflation est toujours au-dessus de l'objectif, mais surtout la trajectoire n'est pas très bonne. On s'aperçoit qu'on a effectivement un impact des droits de douane, les produits sensibles aux droits de douane, comme les vêtements, l'ameublement, les jouets pour enfants. Il y a quand même une pression inflationniste. Et ça suffit peut-être pour maintenir cette inflation un peu plus persistante, mais surtout, ça fait qu'elle s'éloigne en termes de trajectoire justement de l'objectif. Alors que du côté de l'emploi, il n'y a pas eu de statistiques qui montrent une amélioration, mais il n'y a pas eu de dégradation non plus qui exigerait que la Fed soit obligée d'intervenir. Alors, on parlait de bulle de l'IA éventuelle. Elle a aussi légitimement le droit de se dégonfler tranquillement, progressivement, pas forcément d'exploser totalement. Il n'y a pas eu, pour l'instant, d'événements de nature à créer une telle rupture que tout ça vole en éclats. Non, absolument pas. Et pour l'instant, on est dans une phase où on diminue le risque des portefeuilles à l'approche de la fin de l'année et d'une année qui est plutôt bonne.
Et c'est là où il faut être vigilant, et c'est là où il y a potentiellement un risque sur ce traditionnel rallye de fin d'année, c'est qu'il y a quand même matière à revisiter un petit peu l'investment case autour de la technologie aux États-Unis. Il y a matière à discuter cette situation de bulle. Déjà, si on regarde, il faut bien avoir en tête que la grande force de la technologie qui justifie ces niveaux de valorisation, c'est la dimension très qualité du secteur, c'est-à-dire la visibilité sur les revenus, une très grande qualité en termes de génération de cash flow. Mais si vous regardez le rallye depuis fin avril, c'est pas du tout un rallye en faveur de la qualité. Il y a eu mieux en termes de performance que les 7 magnifiques. Il y a toute la technologie non profitable, ces sociétés qui génèrent aucun profit, ont fait mieux que les 7 magnifiques. Ce qu'on appelle le S&P high beta, c'est-à-dire les valeurs du S&P au bêta le plus élevé, donc c'est-à-dire plus risqué que la moyenne, très largement surperformé. En fait, ce rallye est caractérisé par un appétit assez féroce pour le risque. Donc ça montre bien qu'il y a cette dimension qualité n'a pas été l'élément majeur dans la construction de ce rallye. Et surtout, et c'est là où il y aurait matière à avoir effectivement, à valider les commentaires autour d'une correction plus importante, c'est que cette dimension qualité de la tech commence à être un peu discutée. Cette visibilité sur les profits, on va voir là Nvidia ce qui va être publié, mais quand on fait de tels investissements d'infrastructures et dont on sait qu'il va falloir générer des montagnes de chiffre d'affaires à l'avenir pour pouvoir les rentabiliser, on commence à avoir quelques doutes justement sur cette génération de profits à l'avenir. On commence à avoir un peu moins de visibilité là-dessus. Et l'autre élément, l'autre grande force de la tech, c'était que le secteur de la tech autofinançait tous ces investissements et était un secteur avec peu d'intensité capitalistique. Les investissements qui sont réalisés dans les data centers augmentent significativement l'intensité capitalistique et commencent à être faits à coût de dette et plus autofinancé. Ça dégrade la perception du secteur. On l'a vu cette semaine encore, les émissions de dette d'Amazon, Alphabet, depuis le début de l'automne, il y a eu Meta également, Oracle, c'est vrai, mais ça peut aussi être tout simplement de la gestion du capital. Enfin, c'est pas forcément le signe qu'il manque d'argent, ça peut être aussi une saine gestion du capital. Quand on lève de la dette, par exemple, les intérêts d'emprunt sont déductibles fiscalement. Enfin, il y a là-dessus une forme d'optimisation du capital de la part de ces gens de la tech. Donc, est-ce qu'il faut forcément y voir le signe ils ont peut-être pas les moyens de leurs ambitions? Non, c'est peut-être juste de la gestion. C'est ça. Et c'est pour ça que nous, on reste assez convaincus que c'est pas forcément le risque d'éclatement d'une bulle et qui se transforme en une forme de crise et une répétition de ce qu'on a vu au début des années 2000, mais plus une correction qui peut apparaître assez significative, qui peut en tout cas être un peu plus significative, simplement parce qu'on va revenir sur un scénario un peu plus normal en termes de perspective de croissance, prendre en compte ces investissements qui peuvent apparaître un peu déraisonnables et les faire revenir un peu à la réalité. Et c'est pour ça que si effectivement on voit cette correction se matérialiser, en tout cas être un peu plus significative, c'est quelque chose qui constituera vraisemblablement une opportunité pour remettre un peu de risque dans les portefeuilles. Donc pour vous, même si les marchés ont commencé déjà à baisser depuis plusieurs séances, ça doit continuer. De quelle ampleur ça doit continuer pour arriver, on va dire au juste prix ou à quelque chose d'un peu moins bullesque? Si bien évidemment, si on exclut l'hypothèse un peu catastrophe d'un vrai éclatement de la bulle et de retour de crainte importante de récession à cause de ça, vu le caractère macro de la tech dans l'économie américaine, on peut encore perdre assez facilement 10% sur les niveaux actuels. S&P 500 qui repasserait justement sous les 6000 points, c'est tout à fait envisageable, et sans avoir un scénario extrêmement agressif. Il suffit que la Fed ne soit pas en capacité de délivrer les baisses de taux attendues, ou en tout cas qu'elle matérialise un scénario plus progressif de ce point de vue-là, et que l'économie américaine ralentisse de façon tangible et vienne simplement s'acheminer sur ce qui est attendu dans le consensus des économistes, c'est-à-dire en dessous des 2% pour l'année 2025. Et puis alors, s'ajoute à tout ça un volcan qu'on n'avait pas forcément vu. On le pensait comme une île au milieu des marchés. C'est Alain Pitos qui emploie cette image, le Japon. On le considérait comme une île paisible au milieu des marchés. On se rend compte que cette île, elle est volcanique et elle est en train d'envoyer des signaux d'éruption. Les taux obligataires japonais sont aujourd'hui même, sur des taux de 17 ans. Est-ce que c'est un risque aussi pour les marchés occidentaux, ce qui se passe au Japon là? Alors oui, à notre sens, ça n'a rien de paisible justement pour les marchés financiers. Au contraire, c'est quelque chose qu'il faut surveiller avec une grande attention. On s'est beaucoup focalisé sur la dimension politique autour de la Fed et le risque d'ingérence politique. On a au Japon un exemple typique où on assume quasiment un accord entre la politique fiscale et la politique monétaire. Et c'est là où effectivement ça peut sembler assez dangereux, parce qu'on peut tout à fait vivre un instant comme on l'a vécu aux États-Unis, c'est-à-dire que tout simplement on met en doute la volonté, la détermination de la Banque centrale du Japon à lutter contre l'inflation. On lui prête l'intention de plutôt vouloir financer le gouvernement qui veut beaucoup dépenser, et donc on a un risque de perte de confiance si ça se matérialise sur les actifs japonais. Le problème, c'est que comme les États-Unis, peut-être dans une moindre ampleur, mais le rôle que joue l'économie japonaise et notamment les actifs financiers japonais dans l'ensemble des marchés financiers mondiaux pourrait faire des vagues relativement importantes. On se souvient
de ce qui s'était passé de façon un peu semblable avec le mini-budget de Liz Truss il y a maintenant 2 ans. Donc oui, c'est quelque chose à surveiller avec beaucoup d'attention. Le Japon, ce sont des volcans, il ne faut pas l'oublier, et des volcans aussi au milieu des marchés. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Benoît Pelloual pour Natixis IM, le